Salut à tous, futurs confrères et consoeurs, bienvenue dans cette nouvelle explication clinique. Quel plaisir d'enfiler à nouveau ma blouse d'investigateur aujourd'hui pour décortiquer un super sujet avec vous. Notre but, c'est d'adopter une approche vraiment rigoureuse pour démystifier deux suspects bactériens qui tombent, mais alors à coup sûr, dans vos examens de certification. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet parce qu'une bonne préparation exige de la précision et c'est exactement ce qu'on va construire ensemble aujourd'hui. Alors, pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour la toute première fois, une petite présentation s'impose. Je suis Dr Madawi, qui représente Détective Clinique. Mon rôle ici, c'est d'être votre mentor. Mon objectif, c'est de vous aider à naviguer dans ce vaste océan d'informations médicales, de repérer les faits essentiels, ceux qui vous feront vraiment gagner des points à l'examen, et de les organiser pour que ça reste gravé dans votre mémoire. Surtout, pas de panique devant la montagne de révision. On gère cette enquête ensemble. Voici notre plan d'attaque. 1. L'enquête sur les deux Yersinia. 2. Notre premier dossier sur Yersinia pestis. 3. Un cas pratique de pneumonie atypique. 4. Le dossier Yersinia enterocolitica. 5. Un deuxième cas pratique pour démasquer ce que j'appelle l'imitatrice. Et enfin, on terminera avec les clés de l'examen. On commence tout de suite. Section 1. L'enquête sur les deux Yersinia et le profil de nos suspects. Vous savez, c'est fou de se dire qu'ils partagent le même nom de famille, car la ligne de démarcation entre ces deux pathogènes est super nette. D'un côté, on a Yersinia pestis. C'est un organisme redoutable et il cible avant tout les systèmes respiratoires et lymphatiques. De l'autre côté, Yersinia enterocolitica. Et là, le terrain de jeu est totalement différent. On est sur le système gastro-intestinal. C'est vraiment la base de votre cadre mental pour l'examen. Si l'énoncé vous parle de ganglions lymphatiques massifs ou de poumons, hop, votre cerveau doit immédiatement s'orienter vers la peste. Si on vous parle de douleurs intestinales, bingo, on part sur enterocolitica. C'est aussi simple que ça, mais c'est crucial. Ce qui nous amène à la section 2. Dossier 1, Yersinia pestis, le tueur historique. Écoutez bien, niveau épidémiologie, c'est là que les concepteurs de l'examen vous attendent au tournant. La peste sévit dans le monde entier, oui, mais aux États-Unis, elle est confinée à une région super spécifique du Sud-Ouest. Gardez bien ces trois États en tête, l'Arizona, la Californie et surtout le plus grand foyer, le Nouveau-Mexique. Ce sont des indices en or massifs. Pour la transmission, on passe par les rongeurs, donc les rats, les souris, les petits écureuils sauvages. Et puis, la transmission interhumaine prend le relais, généralement par inhalation de gouttelettes. Donc, retenez bien la formule, mention du Nouveau-Mexique plus une exposition à la faune sauvage ou aux rongeurs, ça doit déclencher une alarme rouge dans votre tête. Alors, quels sont les deux visages de cette maladie? D'abord, la tristement célèbre peste bubonique. Le mot vient des bubons qui sont en fait des ganglions lymphatiques complètement hypertrophiés, massifs, souvent sous les aisselles ou dans l'aine. Et ça s'accompagne, bien sûr, de fièvres et de frissons. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que si on ne fait rien, la mortalité grimpe à 60%, généralement à cause d'une septicémie. De l'autre côté, on a la peste pneumonique. Là, c'est une infection primaire des poumons. Le patient va présenter une dyspnée, donc de vraies difficultés à respirer, et de l'hémoptysie, il va cracher du sang. C'est un tableau clinique qui fait froid dans le dos et d'une urgence absolue. Du coup, face à ces symptômes, quelle est votre ligne d'action? Étape 1. On isole la bête via des hémocultures ou des cultures de crachat. Étape 2. Si les symptômes sont pulmonaires, on fait direct une radiographie thoracique. Mais attention, l'étape 3, c'est la vraie clé de votre pratique clinique. Il faut isoler ce patient sur le champ. Je vous le rappelle, c'est hautement infectieux, surtout la forme pneumonique. On ne prend aucun risque. Et enfin, pour le traitement, on dégaine les antibiotiques lourds, principalement la streptomycine ou la gentamicine. Allez, on passe à la section 3. Cas pratique, pneumonie atypique. C'est l'heure de tester votre raisonnement clinique. Imaginez un peu la scène. Un homme amérindien arrive dans votre service, dans un petit hôpital rural du Nouveau-Mexique. Il se plaint de frissons soudains, de fièvre, de gros maux de tête. Le lendemain, son état se dégrade. Douleurs thoraciques, difficulté à respirer et des crachats teintés de sang.
Vous lui faites une radio des poumons et vous trouvez des infiltrats inégaux, typiques d'une consolidation segmentaire. Bon, toutes les pièces du puzzle sont sur la table. Là, juste sous vos yeux. Alors, je vous pose la question. Quel est l'organisme caché derrière ce tableau clinique ultra sévère? Prenez une seconde pour relier vos indices. Et oui, la réponse, c'est bien Yersinia pestis, qui provoque ici une peste pneumonique. Et pourquoi? Parce que le plus gros indice, il était épidémiologique. Le Nouveau-Mexique. Vous n'avez même pas besoin d'attendre les cultures. Vous savez que la région est endémique et vous avez ce symptôme respiratoire foudroyant avec l'hémoptysie. Ça pointe directement vers notre suspect. C'est exactement le genre de reconnaissance de motifs que les jurys d'examen veulent voir. Passons maintenant à la section 4, notre 12e dossier, Yersinia enterocolitica, la fameuse imitatrice trompeuse. Alors, contrairement à son cousin transmis par les puces des rongeurs, enterocolitica, elle passe par la voie féco-orale. En gros, l'eau ou la nourriture contaminée. Ce qui est fascinant, c'est la mécanique de l'infection. Cette bactérie va cibler un endroit très précis de l'anatomie, l'iléon terminal du côlon. Et parce qu'elle s'installe exactement là, l'inflammation va créer une triade de symptômes très classiques. Vous aurez une grosse douleur dans la fosse iliaque droite, de la fièvre et une maladie diarrhéique. Et attention, c'est exactement là que se cache le piège de l'examen. Yersinia enterocolitica vous donne une douleur en bas à droite. Mais devinez quoi d'autre donne une douleur en bas à droite? L'appendicite, bien sûr. C'est une imitation presque parfaite. Mais, et c'est le « mais » qui fait toute la différence, Yersinia provoque aussi une diarrhée importante, souvent hyperaqueuse. Une appendicite classique peut donner un petit dérangement intestinal, mais rarement une diarrhée significative. Donc retenez bien ça, la diarrhée, c'est la clé pour démasquer notre imitatrice. Côté prise en charge, on repart sur des hémocultures pour confirmer le diagnostic. Pour le traitement, on change de classe d'antibiotiques par rapport à la peste. On partira plutôt sur des céphalosporines ou des furoquinolones. Et bien sûr, vu que c'est une bactérie d'origine alimentaire, le grand conseil préventif, c'est tout simplement une bonne hygiène et une bonne manipulation des aliments en cuisine. Nouveau scénario. Vous avez un patient de 47 ans, un vendeur de voitures, plutôt en bonne santé d'habitude, qui arrive avec une grosse douleur dans la fosse iliaque droite. Ça a commencé il y a 48 heures. Au thermomètre, vous notez une belle fièvre à 38,3 degrés Celsius. Et surtout, depuis 2 jours, il a une diarrhée très liquide, aqueuse, mais sans sang. Par contre, aucune nausée, pas de vomissement. À la palpation, il a une zone bien sensible, mais pas de masse palpable. Vous faites le toucher rectal et ça confirme les selles aqueuses. Bon, le diagnostic, c'est quoi? Franchement, le premier réflexe d'un interne devant une douleur à droite et de la fièvre, c'est souvent d'appeler direct le chirurgien de garde pour une appendicite. Mais avec ce tableau complet, on fait quoi? Eh bien non, on n'appelle pas le chirurgien. Le bon diagnostic, c'est Yersinia enterocolitica. La douleur orientée vers l'appendicite, c'est vrai. Mais la diarrhée aqueuse très nette vous permet d'écarter le bloc opératoire et de confirmer l'infection bactérienne gastro-intestinale. C'est exactement ce genre de déduction brillante qui va sauver votre patient d'une opération inutile et, au passage, vous assurer un super score à votre examen. On arrive à notre dernière section, la 6. Les clés de l'examen pour votre révision finale. Avant de vous laisser, on grave l'essentiel dans le marbre. Yersinia pestis, pensez au sud-ouest des États-Unis. Pensez aux rongeurs et cherchez les gros bubons ou l'hémoptysie dans l'énoncé. De l'autre côté, Yersinia enterocolitica, cherchez l'ingestion d'aliments contaminés, une douleur qui mime à 100% l'appendicite, mais avec la présence systématique de diarrhée. Faites ces associations dans votre tête et les cas cliniques vont vous sembler d'une facilité déconcertante. Pour conclure notre session, j'aimerais vous laisser sur une petite réflexion. Comment se fait-il que de simples données géographiques, d'un côté, et des symptômes qui se chevauchent tellement de l'autre, puissent autant bousculer notre vigilance clinique au quotidien? C'est fou, non? Et c'est justement ça qui rend la médecine si incroyable. Il faut rester curieux, traquer le moindre petit détail qui cloche et chercher l'indice manquant. C'est ça qui fera de vous d'excellents médecins et de vrais détectives cliniques. Merci d'avoir suivi cette explication avec moi. Gardez le rythme et d'ici là, bonne révision à tous.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu.